Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, alors pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Pierre Barnerias, le cinéaste, réalisateur de ce film Les Survivantes, un film qui donne la parole aux personnes victimes de pédocriminalité. Vous êtes avec Hélène Peloz. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, j'ai vu ce film il y a quelques jours, qui s'appelle Les Survivantes. Et j'étais avec un petit groupe et c'est un film absolument bouleversant parce que il décrit une réalité qui est terrifiante. Et évidemment, au premier moment, on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui fassent ce qu'ils font à des enfants, des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, et même plus jeunes. C'est pas possible, et oui, c'est possible, et oui, c'est vrai. Et il y a 8 femmes, 8, c'est bien ça? 8, oui. Qui témoignent à visage découvert, et qui témoignent avec leur nom, la plupart, et qui disent ce qu'on leur a fait et comment elles se sont reconstruites. Et ça, c'est un film qu'il faut voir. Il est actuellement diffusé en France dans une trentaine de cinémas. Pas encore à Paris, mais on espère que ça se fera très très vite. C'est un film vraiment qui dit les mots et les images sur des mots MAUX, mais des mots qui sont plus des mots, qui sont des mots de monstres, de monstrueux. Alors, Pierre Barnerias, d'abord, vous connaissez sur vos documentaires provocateurs, sur le Covid, tout ça, et avant ça, tout ça vous avez fait pendant 10 à 15 ans, provocateur, mais au bon sens du terme, hein, je le dis, sur le virus. Avant ça, tout ce que vous avez fait à TF1 et ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné d'abord, et comment vous avez travaillé sur ce film ? Comment j'ai travaillé, ça a été une suite en fait d'interrogations, de questionnements. J'avais en 2000, j'avais vu ce film de Pascal Justice, ce reportage qui a été diffusé sur France 3. J'avais été subjugué. Je m'étais dit tiens, ça y est, il va y avoir des choses qui vont sortir. Et donc ça, c'était en l'an 2000. Et puis après, moi, j'étais rédacteur en chef d'une agence de presse de télévision. J'ai laissé ça de côté un petit peu en me disant j'étais étonné qu'il n'y ait pas de suite. Et j'ai rencontré une journaliste spécialisée d'investigation qui était spécialisée justement dans la pédophilie, dans les réseaux pédophiles, qui avait écrit en l'an 2000 le livre, qui avait coécrit avec Serge Garde le livre de la honte, les réseaux pédophiles. Ah oui. Et donc c'est Laurence Beneux. C'est Laurence Beneux. Donc j'ai travaillé avec elle. Il y avait vraiment un sujet à creuser. Et puis là, quand j'ai découvert que il y avait rien que Pascal Justice, quand il avait fait ce reportage qui était bouleversant, parce qu'on parlait quand même de sacrifices d'enfants, de réseaux. Ouais. Enfin, c'était vraiment des témoignages. L'enquête était très très bien ficelée, et je m'attendais à ce qu'il y ait des suites. En fait, j'ai découvert que non, il n'y a pas eu de suite, que le France 3 a bloqué les propositions de la journaliste qui avait continué l'enquête, et qu'il y avait vraiment une chape de plomb qui tombait sur ce magazine. Et c'était en 2000, ça. Et là, c'était en 2000, le 27 mars 2000, je crois. Donc diffusion de ce magazine avec un débat ensuite. Plus rien. Donc en plus c'était assez amusant. Enfin, c'est pas amusant, mais le titre du film c'était Viol d'enfant, la fin du silence. Oui. 24 ans de silence par la suite. Et le silence a continué. Pendant 24 ans. Alors il y a eu quelques essais quand même. Il y a eu Outreau, l'autre vérité qui avait été de Serge Garde, et il y a eu aussi 1 sur 5 de Carl Zéro. Oui, mais c'est tout. 24 ans de silence quand même. 24 ans de silence. Donc on a commencé à creuser à partir de 2010-2011. On a fait une enquête qui va être diffusée en septembre 2024, en septembre 2024, pardon. Mais devant tous ces témoignages, parce que les 8 survivantes, c'est 8 parmi une centaine de témoignages qu'on a recueillis en quasiment 12-13 ans. On en a choisi 8 parce qu'on les trouvait juste exceptionnels et que moi j'avais envie de leur rendre hommage pour leur courage à travers un film qui marque. Parce que si aujourd'hui je travaille pour le cinéma depuis 10 ans, c'est parce que je sais qu'il y a des sujets qui passent plus à la télé, quoi. Eh oui, c'est ça. Et celui-là n'aurait jamais passé à la télé, Les Survivantes. En 2011, on a proposé à une grande chaîne de télévision pour laquelle j'avais l'habitude de travailler un documentaire qui s'appelait « La France, l'Eldorado des pédophiles ». Mais était avec des sources bien sourcées. Avec Laurence, on a eu une fin de non-recevoir. Donc
C'est pour ça qu'on a continué. Donc oui, il y a des sujets qui passent pas à la télévision. Moi, pourquoi depuis 12 ans, toutes mes enquêtes vont au cinéma? C'est d'abord, parce que vous avez une vraie liberté, vous avez un vrai point de vue, donc que vous engagez, que vous soutenez. Vous faites pas semblant d'être objectif comme on essaye de le faire à la télévision. Maintenant, il y a même plus d'objectivité, puisque de toute façon, il n'y a pas de contradiction. Mais pourquoi j'ai décidé de prendre ce cap? C'est parce qu'effectivement, je me voyais qu'il y avait des sujets qui passaient pas. J'ai proposé un sujet sur le clonage humain en 2003-2004, un sujet sur les médicaments tueurs. Rien. Donc, voilà. Alors, je voudrais revenir à ce film. Je veux dire que les témoignages sont... Bon, c'est vrai que c'est très difficile de trouver des mots, quoi. C'est bouleversant. C'est des femmes d'âges différents, pas tellement. D'ailleurs, elles sont toutes à peu près de la même génération, sauf la jeune de 20 ans. De 20 ans. Et justement, et merci d'être venu. Vous avez avec vous Hélène Pelos. Hélène Pelos, je voudrais que vous nous racontiez, parce que vous avez eu, vous, un itinéraire qu'on dirait en dehors du gouffre d'exemplaires. Vous êtes énarque. Vous avez fait des études très avancées. Vous avez travaillé pour des institutions internationales. Et vous racontez dans ce film comment vous aviez mis ça de côté, je dirais inconsciemment, et comment l'aurore vous est revenue. Je voudrais que vous nous parliez un peu de cela. Alors tout à fait, effectivement, moi j'ai fait une amnésie post-traumatique de 42 ans. Donc j'ai commencé à m'en souvenir à 42 ans. Et il m'a fallu un choc, donc un deuxième traumatisme pour commencer à m'en souvenir, à savoir que j'ai fait l'objet de menaces de mort dans les fonctions que j'occupais de directrice générale d'une agence de l'ONU qui s'appelait IRENA, International Renewable Energy Agency, dont l'objectif était de diffuser les énergies renouvelables partout sur la planète. Et suite à une campagne de corruption, cette agence son siège s'est retrouvé dans un pays du Golfe Persique qui applique la charia, voilà, et qui aspirait à pouvoir avoir une agence pour des raisons de prestige. Et bon, ça a été très très compliqué, mais on tentait de développer l'agence là-bas. Donc, et à un moment, il y a eu vraiment des menaces de mort. On m'a fait des menaces de mort sur mes enfants. À vous, personnellement? À moi, personnellement, voilà. Et c'est, si vous voulez, c'est ces menaces de mort. Donc, en gros, si tu parles, on les tue, qui m'ont ramené dans mon inconscient, bien sûr, parce que je me souvenais de rien à l'époque. Vraiment, pendant 42 ans, vous vous souvenez de rien? Je me souvenais de rien. Je me souviens que j'avais essayé de me suicider à 10 ans, mais en gros, moi, j'ai quasiment pas de souvenirs d'enfance. D'accord. Il y a 3-4 trucs qui surnagent jusqu'à mes 10 ans, je ne me souviens de rien, ce qui est totalement anormal. Voilà, donc il y a eu toute donc c'est ce qui a commencé, si vous voulez, en fait, ça a commencé à fissurer tout le béton, les mécanismes, on appelle ça des mécanismes de défense en psychologie que j'avais coulé pour me souvenir. Et je n'ai commencé à me souvenir qu'en novembre 2012. Donc j'avais 42 ans et je me suis pas souvenu avec ma tête, mon corps s'est mis à se souvenir. Donc je me suis mise à me souvenir des tortures, de tout ce qu'il m'avait fait. Donc ça a mis 42 ans à sortir. Alors c'était des membres de ma famille. Moi, je viens d'une lignée où j'avais un grand-père maternel qui était franc-maçon satanique, pédiatre, major de l'internat sur la ville de Lyon, et qui est tombé là-dedans, donc il s'est mis à faire ça. Et donc, quand vous êtes à ce niveau-là, le principe, c'est que vous devez sacrifier votre propre famille. Donc, il a commencé à faire des choses avec ma mère, qui ne se souvient bien sûr de rien, qui ne s'est jamais souvenu de rien, et ensuite avec ses petits-enfants. Donc, on est plusieurs à avoir été torturés. Beaucoup de mes cousins-cousines ont fait des séjours à l'hôpital psychiatrique, personne ne se souvient de ça. Je suis la seule à être suffisamment descendue en enfer pour me souvenir des scènes. Parce que vous avez des protections telles, en fait, quand vous vous en souvenez, c'est des billets pour l'enfer, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous vous souvenez comment il m'attachait. Enfin bref, on ne va pas rentrer ici dans le détail, mais toutes ces choses-là sont remontées, si vous voulez, à la surface. Et à ce moment-là, quand elles sont remontées, enfin l'horreur est remontée à la surface, vous avez fait quoi? Vous avez suivi une psychothérapie? Vous avez fait quoi, vous? Alors André, on ne suit pas une psychothérapie, on essaie déjà de juste pas se tuer. On essaie de rester en vie et je parle de seconde par seconde. Voilà, alors après, une psychothérapie, c'est très très compliqué parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de psys qui sont capables de faire ça. Il y a un centre dédié aux victimes des rituels qui existe en Allemagne, à Stuttgart. Il est vraiment dédié aux gens qui ont vécu ça, mais en France, nous avons juste rien. Nous n'avons rien du tout et le problème, c'est que les psys ne sont pas formés à ça.
Donc le psy, il est comme tous les gens qui vont voir ce film, il est dans la sidération, il est dans le déni, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à croire que ça existe. Donc si vous n'avez pas en face de vous des oreilles qui peuvent entendre, vous ne pouvez pas parler. Donc moi j'ai eu un chemin très très compliqué, et pour être tout à fait franche avec vous, moi je suis allée à l'autre bout de la planète me soigner, parce que c'est là où j'ai été conduite pour me soigner et pour trouver des gens qui puissent m'aider. Ensuite, ces personnes-là m'ont mise en lien avec d'autres personnes en France. Voilà, c'est un chemin qu'on va dire qui a été très très guidé, et j'ai quitté aussi un certain nombre de psys parce qu'ils étaient tout simplement pas capables d'entendre. Mais c'est ça qui est fou, parce que le problème, on voit très très bien, et je l'ai eu, vous avez eu Pierre Barnerias, au fond, on voit ça, la première réaction de dire c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible, on peut pas arriver là, parce que les gens se disent qu'il y ait de la pédophilie. Ça, c'est certes qu'il y a des choses terribles, depuis Outreau, et même avant, on le sait, puis c'est pas d'hier, c'est des siècles et des siècles, enfin, malheureusement. Mais la première réaction, c'est comme vous dites, c'est d'un côté le scepticisme, et de l'autre côté le déni. Est-ce que beaucoup de gens vous ont dit, ouais, attendez, tu es sûr, vous êtes sûr que ces gens-là vous disent pas n'importe quoi? Je pose la question brutalement, mais... Non, j'ai pas eu ce genre de réaction. En fait, depuis que le film est sorti, au contraire, il a été bien accueilli par le public, il est sous le choc. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est impensable. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible que ça puisse exister. C'est ça qui tient tout. C'est ça qui fait qu'il y a une omerta totale. Sauf que, là où ça commence à devenir intéressant, c'est devant la multiplication des témoignages, mais pas seulement en France, partout dans le monde. Donc là, vous êtes obligé de vous dire, il y a quelque chose. Et vous creusez un peu, et puis quand vous avez des journalistes qui ont consacré leur vie à ça, et qui me disent, Pierre, oui, effectivement, toutes ces femmes, j'y crois, mais à 100 000%, parce que moi, j'ai reçu des centaines de témoignages de cet acabit. Voilà, donc, non, au contraire, je suis un petit peu très, très agréablement surpris, parce que le public est là, le public est effectivement un peu choqué. Il y a combien de temps, là? Il est sorti il y a même pas 2 semaines. D'accord. La deuxième semaine, elle n'est pas encore complètement finie, puisqu'elle terminera ce mercredi. Mais le public est là, le public est effectivement un peu sous le choc, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ils sont contents de se dire, oui, ça existe. Parce que c'est vrai que, il faut comprendre qu'au-delà de la pédophilie, il y a les réseaux. Au-delà des réseaux, il y a des sévices rituels. Et au-delà des sévices rituels, il y a quoi? Il y a des gens qui sont des psychopathes, qui sont enfin, j'ai pas de mots pour qualifier ces barbares, qui ont les moyens d'acheter leur impunité et le silence. C'est intéressant. Ou qui sont condamnés et qui sont chantage, Epstein et les bien sûr, Epstein, c'est le chantage au silence, quoi. Et justement, je voudrais... vous avez parlé de votre chemin pour, encore une fois, vous n'avez pas suivi une psychothérapie, vous avez suivi ce qu'il fallait pour justement ne pas vous suicider et ne pas mourir. Est-ce que, aujourd'hui, vous avez envie de régler vos comptes? Est-ce que vous avez envie de vous venger? Est-ce que vous avez envie de réagir parce qu'il y a quelque chose quand même de terrifiant. On raconte dans ce... Enfin, quand je dis ça, une personne, et j'espère qu'ils iront vraiment très nombreux à voir ce film, la chasse à l'enfant, dans les forêts, les sacrifices, les décapitations, il faut dire sans entrer dans les détails sordides, mais enfin, terrible, le sang, et puis, cette espèce de gens sans défense, qu'on achète, qu'on voit, qu'on forme, ces esclaves qui sont obligés, parce que, il faut le dire, dans ce film, ce qu'il y a le plus terrifiant, elle le dit, c'est ces femmes qui ont été obligées, à l'époque, enfants elles-mêmes, de tuer d'autres enfants, d'égorger d'autres enfants, de les blesser. C'est quelque chose de terrifiant, quoi. Et ça, vous avez l'état présent de votre esprit, Hélène Pelos. Alors d'abord, je voulais juste préciser sur la psychothérapie. Moi, je suis allée me soigner dans un centre au Pérou qui s'appelle Takiwazi, qui a été fondé par un médecin, donc une blouse blanche, le docteur Jacques Mabi, qui a été guidé, on va dire les choses comme ça, à devenir lui-même chaman, et il s'occupe aujourd'hui de toxicomanes. Je précise que je n'ai jamais été toxicomane, mais que c'est un centre qui accueille aussi des personnes. Au Pérou, voilà. Donc moi, j'ai été sauvée par une médecine sacrée, par des gens qui travaillaient avec le monde invisible, qui croyaient en Dieu, et c'est très important pour la suite. J'ai également fait l'objet d'exorcisme pendant des années, compte tenu de toutes les consécrations sataniques et ce que j'avais subi. Et je continue à être en psychothérapie aujourd'hui. Je dis simplement qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes qui ne sont pas capables d'aider les personnes qui ont été victimes de ça. Alors ensuite, vous parlez de se venger. Moi, ça fait une dizaine d'années que je me soigne de ça, depuis que c'est remonté à ma conscience. Il y a un moment où la rage, la haine,
toutes les émotions que vous avez refoulées, ça doit sortir. Donc moi, je me suis aussi soignée en psychodrame. J'ai assassiné mes bourreaux qui étaient figurés par des gens du groupe qu'on ensevelissait sous des tas de coussins. Voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, mais évidemment, dans le réel, on peut pas se venger. Pourquoi on peut pas se venger ? Parce que finalement, la meilleure façon de dénouer le mal, de se venger du mal, c'est de le dénouer. On ne se venge pas du mal par le mal. On se venge du mal par le bien. On se venge du mal par l'amour. Donc moi, aujourd'hui encore, j'en vois beaucoup de lumière sur tous mes bourreaux, y compris mon père, mes oncles, tous ceux qui ont participé à ce système, parce qu'eux-mêmes sont victimes du mal. Il faut bien comprendre que c'est une chaîne, c'est-à-dire que quand mon grand-père monte dans les grades de la franc-maçonnerie satanique et qu'un jour il fait le geste de trop, il va être enfermé dans ce geste de trop parce qu'on filme, parce qu'on prend des photos, et vous êtes obligé de revenir, et on vous demande de faire encore plus de mal, on vous demande de sacrifier votre propre famille, voilà. Et donc le mal ne cesse d'augmenter. À partir du moment où personne ne l'arrête, n'est là pour l'arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a un immense enjeu de combat spirituel derrière. Donc moi, je cherche pas à me venger. Je cherche, je vais vous utiliser même, moi, je souhaite à ce que mes bourreaux soient exorcisés, parce qu'ils relèvent de ça. Ils sont possédés. Vous êtes possédés quand vous faites des choses pareilles à un enfant. Vous voyez, ça relève d'un autre niveau. Et on pourrait les mettre en prison. On pourrait les mettre en prison pendant 40 ans, que ça guérirait personne, qu'ils en sortiraient encore plus. Mais enfin, il faut les mettre hors d'état de nuire. Ben, je suis bien d'accord, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais alors comment on fait puisque les choses sont prescrites ? Comment on fait puisque les choses... Il n'y a pas de justice humaine pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune justice humaine. Ouais. On va en reparler juste après cette petite pause, parce que l'histoire de la prescription, c'est quand même ça peut bouger. Et ça doit bouger, à mon avis. On en parle tout de suite après une petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, aujourd'hui, les survivantes parlent au français. Un film que vous devez voir, vraiment, que vous devez aller voir. C'est un film bouleversant. C'est encore une fois les témoignages de personnes qui parlent, je le répète, à visage découvert, avec leur nom, et qui disent ce qu'elles ont subi. Et il faut savoir aussi que on dit toujours oui, mais c'est des cas exceptionnels, etc. C'est pas ça. Pierre Barnerias, on le connaît. Moi, je me rappelle juste rapidement d'une émission que je faisais à France 3, Français si vous parliez, il y a plus de 30 ans. Je voulais faire une émission sur la pédocriminalité entre la France et la Belgique, un réseau, et les deux juges qui devaient parler m'ont appelé la veille en me disant il n'est pas question, on ne peut pas, on est vraiment menacé de mort, nous et notre famille, vous avez eu ça vous, et voilà, et l'émission ne s'est pas faite. Mais pour revenir ici, est-ce qu'on a une idée, je pose la question à tous deux, de l'ampleur du phénomène, de l'ampleur de cette criminalité-là, de cette pédocriminalité comme on l'appelle? Alors, une idée précise, non. La seule chose que je vois aujourd'hui, pour avoir vraiment travaillé le sujet depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a énormément de témoignages. Et là, à ma grande surprise, c'est que les retours que j'ai depuis 2 semaines sont bouleversants. C'est-à-dire que j'ai des personnes aujourd'hui qui m'appellent en disant « j'ai appartenu à des réseaux, je suis en pleine thérapie, c'est terrifiant, il faut absolument vite que vous me donniez les coordonnées de l'une des survivantes parce que je suis perdu. » J'en ai 3. Le film est sorti il y a à peine 2 semaines. Ouais. Vous imaginez donc l'ampleur du phénomène, c'est difficile, hein, parce que c'est sûr, tout est secret, tout est caché. En tout cas, il est international, il faut le dire. Il est international. Il est international. C'est pas seulement. Absolument. Le Son of Freedom a ouvert la porte en parlant du trafic d'enfants, mais là, on va beaucoup plus loin, quoi, parce que là, c'est vraiment des témoignages qui racontent des choses inentendables, et c'est parce que c'est inentendable que c'est gardé secret et que personne n'en parle. Donc moi j'ai envie de dire aux âmes sensibles, surtout ne vous privez pas, parce que justement si vous êtes sensible, c'est qu'il faut que ça cesse, et pour que ça cesse, il faut que ça sache. C'est sûr. Je veux dire, il y a des choses très dures, mais justement c'est pas les photographes, c'est pas un film gore, c'est pas les photographies. C'est pas le choc des images, c'est pas le choc des vidéos, c'est le poids des mots. Absolument. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment à travers leur témoignage, on réussit à accepter l'inacceptable. Et il y a des images magnifiques, c'est les sculptures d'enfants que fait une des protagonistes, l'une des témoins, voilà, et puis les dessins des enfants.
sont terribles. Enfin, même si on les voit un peu comme ça, c'est Tout est dit, assez quoi. terrible. Hélène Pelosse, vous disiez que personne, parce que vous disiez, oui, mais vous savez, ils sont eux-mêmes, personne n'est coupable. Enfin, vous ne dites pas que personne n'est coupable, mais vous dites, au fond, ils sont eux-mêmes possédés, ils sont eux-mêmes primés. Où est, à ce moment-là, où se passe la responsabilité? Parce qu'il y a toujours ça, le problème. Alors, ils sont tout à fait responsables. Je dis juste que c'est une chaîne de mal. Donc, je dis juste que simplement, quand vous tombez dedans, vous êtes ensuite pris dans la chaîne. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Ce qu'ont pas pu faire mon père ni mes oncles. Il faut sortir. Il faut avoir le courage de dire, j'ai été entraîné là-dedans, j'ai fait ça. Personne ne sort. Ils n'ont pas eu le courage. Mais ils n'ont pas eu le courage, c'est exactement ça le sujet. De la même manière qu'il faut aussi du courage pour parler, il faut du courage pour énormément de choses. Et en fait, on est dans un système de totale omerta. Moi, je voudrais vous parler du fait que ces cérémonies étaient présidées par un éminent personnage de l'Église catholique, donc un ancien primat des Gaules, donc un évêque de Lyon. Et donc, il y avait donc un évêque qui présidait ça, il y avait plein de VIP, et puis il y avait aussi plein de prêtres. J'ai essayé de dénoncer ça à l'Église catholique. Voilà, moi, je vous montre la pile des courriers. Depuis 2016, j'écris à l'institution catholique ecclésiale. Donc, j'ai écrit à Monseigneur André XXIII, cardinal de Paris, en 2016, enterré. J'ai écrit à l'archevêque Michel Aupetit, 2018, enterré. Il y a eu d'autres courriers derrière moi pour demander de déterrer le sujet. Il ne s'est rien passé. Ensuite, je suis allée témoigner devant la SIAZ. La SIAZ, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Voici mon PV d'audition. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont accompagné. Donc j'ai été auditionnée par 2 personnes. Voilà, 50 pages de PV d'audition. Je précise d'ailleurs que pour tous ceux qui aiment pouvoir prendre connaissance des dossiers enterrés, que ce témoignage-là sera publié dans morpheus.fr. Donc morpheus.fr, je vous invite à vous abonner. D'accord. Donc ça, enterré. Donc ensuite, dans le rapport sauvé, vous n'avez pas une ligne sur mon témoignage. Je parle quand même du rituel. Du Conseil d'État. Absolument, il n'y a pas une ligne sur le témoignage d'Hélène Pelosse qui quand même a réussi à arriver vivante jusque-là et à pouvoir parler de ça. Je rappelle qu'il y en a d'autres qui sont morts coupés en morceaux, qu'il y en a qui n'ont jamais pu témoigner, qu'il y en a qui n'arrivent pas à se souvenir. Enterrés. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je déménage dans l'Oise, donc je témoigne fin 2020 et en 2021, il y a une réunion de restitution des travaux de la SIAZ, donc organisée toujours par le diocèse. Et donc là, je me dis, je vais y aller pour dire que la SIAZ a enterré mon témoignage. J'y vais, je demande le micro. L'évêque de l'Oise interdit qu'on me donne le micro. Donc vous avez mon dernier courrier à l'évêque et à ses vicaires qui racontent que il participe à l'omerta. Vous voyez déjà le nombre de gens d'église qui participent à cette omerta? Mais vous ne dites pas que l'Église, en général, est coupable de ça? Ou pas? Alors qu'est-ce que vous voulez dire quand l'Église en général? Je veux dire qu'il y ait des gens d'église dévoyés, il y en a eu, mais tous les prêtres ne sont pas des dévoyés. Mais heureusement que tous les prêtres ne sont pas dévoyés, et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de saints parmi eux qui m'ont infiniment aidé et à qui je dois beaucoup de choses. Je dis simplement que l'Église, elle est composée de pécheurs et de saints. Voilà, et que les pécheurs, il va falloir qu'on les tire un petit peu vers la lumière, mais que moi je renvoie chacun des responsables de l'Église, tous ceux qui ont participé à ce que mon témoignage soit enterré, ils sont complices du mal. Vous voyez, chacun a une part de responsabilité dans le mal. Donc ceux qui contribuent à enterrer, c'est pas eux qui torturent, J'ai pas dit ça. Je dis simplement, quand on enterre le témoignage d'Hélène Pelosse, quand on veut la museler, quand on refuse de lui donner le micro, quand on ne répond pas à ses courriers, on participe à l'omerta. Donc ça peut pas sortir. Ça peut pas sortir dans l'Église catholique. Donc la SIAZ, excusez-moi, mais c'est de la rigolade. C'est une pantomime, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas... Comment vous voulez que les témoins ensuite aillent témoigner quand on voit ce qui se passe quand vous témoignez? Et vous êtes croyante, plus que jamais, ou pas? Moi, je suis devenue croyante par mon chemin de délivrance. Parce que, si vous voulez, j'ai été exposée à un tel niveau de mal. Quand les choses sont sorties, en fait, je suis devenue croyante à ce moment-là. Et si j'avais pas eu la foi, à partir de là, j'aurais pas pu survivre. On va continuer cet entretien. Et ce film est passionnant. Et puis ce film est, encore une fois, je dirais, c'est des mères courage ou des sœurs courage, ou en tout cas des femmes courage qui ont témoigné. Et c'est assez rare, c'est même très rare, pour ne pas mériter d'être souligné et encouragé. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Hélène Pelosse, vous êtes une des personnes qui témoignent dans le film, dans le documentaire de Pierre Barnerias. Vous êtes une des survivantes. Il y en a, heureusement, beaucoup et qui se battent. Mais je voudrais vous dire, vous avez dû avoir ça parce que on regarde ça, c'est vrai, le premier sentiment, on dit, mais attendez, elle raconte, c'est pas possible, ce qu'elle raconte, c'est pas possible. Elle fantasme, ou elle imagine, ou elle a des délires. Mais vous, ce que vous dites, c'est pas ça que vous entendez le plus, c'est autre chose. Ce sont des gens qui ne veulent pas entendre. Tout à fait, c'est extrêmement difficile. En fait, c'est un mécanisme bien connu de défense de la psyché. C'est-à-dire, on se dit, non, je peux pas, c'est trop difficile. Moi, quand j'ai commencé à retrouver le père de mes enfants à l'époque, donc j'étais encore mariée avec lui, quand j'ai commencé à lui dire des choses, que ça émergeait, des images et tout, je me souviens qu'il a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, ce jour-là, je suis partie 3 jours du domicile familial, je voulais me suicider tellement... En fait, parce que dans mon entourage proche, parce que l'homme qui m'aimait, en fait, il pouvait pas entendre, voyez. Et ça, je l'ai entendu des centaines de fois. En fait, des oreilles qui peuvent juste pas accueillir votre parole, voyez. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Moi, j'ai des copains qui ont quitté la table, qui ont quitté le restaurant où j'étais. Je peux pas. Oui, vous parlez de ça et ils pouvaient pas supporter. En fait, c'était je veux pas que t'en parles, je peux pas t'écouter, je veux pas savoir. Le je veux pas savoir, vous savez, c'est comme les survivants des camps. C'est comme, il y a plein de choses dans l'histoire, quand il y a des niveaux de mal comme ça qui sont d'un tel niveau, en fait, en face, c'est je veux pas savoir, je me protège. Mais moi, j'ai quelque chose à partager avec tous ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voulez pas connaître le niveau de mal qui existe en face, vous vous exposez à une chose, c'est qu'ils grandissent. Parce que si le silence se fait de suicide, c'est l'omerta, ça va croître, c'est comme une pieuvre, vous voyez, ça va croître et ça va encore augmenter. Il y a des gens aujourd'hui dans les réseaux, ça c'est perpétué. Il y a des enfants tous les jours qui sont. Mais bien sûr que ça continue. Mais justement, alors, Pierre Barnerias, comment il se fait? On dit, voilà, il y a une prescription. La prescription, voilà, justement, pour un certain nombre de personnes, de femmes qui ont témoigné dans votre documentaire. Mais comment il se fait que pas un député ou pas un parlementaire ou pas, je ne sais pas moi, n'ait dit pour ce genre de torture, de crimes pourquoi on ne lève pas la prescription? Ce sont des crimes imprescriptibles comme il y a eu pour le génocide, etc. Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Jusqu'à présent, la presse n'a pas fait son boulot. Donc, comme on ne sait rien, la majorité du grand public ignore ce qui se passe. Donc la seule façon pour faire bouger la loi, pour faire bouger les choses, c'est que cela se sache. Et donc voilà, c'est complètement compréhensible que ça bouge pas. Il y a eu déjà quand même. Oui, mais c'était des affaires ici ou là. Il n'y avait jamais eu un impact médiatique fort. Regardez ce qui s'est passé à la suite de la sortie du documentaire de Pascal Justice en l'an 2000. 1 mois et demi plus tard, il y avait Libération et le magazine Arrêt sur l'image, sur Schneiderman, qui disait « Attendez, attention, les propos du père ont été sortis... » Ils ont tout fait ont été sortis de leur contexte pour enterrer les choses. Donc c'est la presse elle-même qui enterre ce sujet. Aujourd'hui, je vois que ça change, parce qu'on parle de pédocriminalité. Il y a eu un reportage dernièrement, j'avais lu, j'ai pas vu le reportage, qui a pédocriminalité, la traque, donc je me suis dit, ça y est, on peut parler aujourd'hui de pédocriminalité, mais il y a encore même pas 1 an ou 2 ans ou 3 ans, parler de pédocriminalité, c'était du complotisme, voilà, il fallait vous enfermer, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que les témoignages sont là, mais ils sont là non pas par dizaines, par centaines, mais par milliers. Donc les témoignages, il y a qu'à se baisser aujourd'hui. C'est du même acabit que pardon je redevenir à ça, mais que Hold Up. Toutes les informations étaient là, il suffisait juste qu'appuyer. Voilà. Alors sur la prescription, moi je peux vous dire quelque chose, c'est un combat que j'ai mené avec Mie Koiyama, qui est la personne qui a fait la première jurisprudence à la Cour de cassation, donc elle a porté son dossier, donc viol dans l'enfance, amnésie post-traumatique, jusqu'en Cour de cassation, pour dire je ne pouvais pas porter plainte, parce que quand elle a porté plainte, je lui ai dit madame, mais on est désolé, mais c'est prescrit. Et elle a dit attendez, excusez-moi, mais j'ai fait une amnésie post-traumatique. Donc, tant que je ne m'en souvenais pas, il y avait un obstacle insurmontable, l'amnésie. Donc, je l'ai accompagnée. C'est votre cas aussi. Bien sûr, c'est le cas de tout le monde, en fait. Et donc, elle est arrivée en Cour de cassation, il y a l'audience, et la Cour de cassation répondit, mais circulez, madame, on n'accepte pas votre argument. Donc, on est dans une justice, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous volez une mobilette, vous allez être infiniment plus condamné. En fait, vous êtes condamné pour des petites choses, des atteintes aux objets, etc. Mais en revanche, des atteintes aux personnes monstrueuses, de l'ordre de ce qu'on dit là.
et ben en fait, il ne se passe rien. Il y a une impunité totale. Donc, est-ce que c'est normal qu'on vive dans une société qui fait ça? Donc, on a essayé 2 fois de changer la loi. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ouais. Je suis quand même quelqu'un qui connaît un petit peu l'appareil d'État. J'avais des copains parmi les députés. Donc, j'ai passé tous les coups de fil que j'ai pu. J'ai fait chauffer mon téléphone. J'ai demandé aux gens de nous soutenir. Il y a eu des consignes de parti. On se dit les choses, il y a eu des consignes de parti. Donc ensuite, moi j'ai vu tous mes copains députés, entre guillemets, tous ceux que je connaissais, que j'avais été sensibilisés, ils ont tous baissé leur froc, pardonnez-moi l'expression. Hein. Ils ont appliqué la consigne de parti, ils ont dit non quand même, Hélène, tu sais, c'est compliqué, c'est pas possible. Non mais si ça arrivait à votre gosse, vous en penseriez quoi? Eh oui, c'est une bonne question à poser, oui, sur cette histoire de prescription. Je crois qu'on a un auditeur qui a envie de vous parler, qui a envie de parler. Oui, Olivier. C'est Olivier qui nous appelle depuis la Haute-Vienne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Oui, bonjour André, bonjour à tous. Alors, moi-même victime, on réalise qu'effectivement, le problème, c'est la prescription. Parce que pour la justice, s'il y a prescription, le crime n'existe pas. Et c'est bien ça le souci. Alors, il y a eu des tentatives, une tentative en tout cas, avec Violaine Guérin, qui s'est illustrée récemment pendant la crise Covid, que vous connaissez, je crois, André. Oui. Et on laissez-les prescrire, c'est ça, oui, absolument. Oui, laissez-les prescrire, tout à fait. Donc, on avait réussi, Violaine avait réussi à convaincre Chantal Joanneau et puis Mugadini, à l'époque député, de soutenir un changement de loi sur les prescriptions, de manière à ce que on puisse compter les délais à partir lorsque la mémoire traumatique revient. Oui. Parce que la loi a déjà évolué. Hein. On était passé de la date des faits, plus 30 ans, je crois, à ensuite la majorité, plus 30 ans. Donc on voit qu'il y a déjà eu des tentatives d'évolution législative. Donc il faut le continuer, mais ensuite ça n'avait pas été voté. Ça a été présenté, il y a eu les assises, j'ai rencontré un rapporteur avec d'autres victimes. Donc il faut continuer. Il faut continuer, puisque on a déjà vu des avancées. Mais c'est fastidieux, et effectivement l'Omerta, dans le cas qui me concerne, on a cherché des archives, mais les archives ont brûlé. Vous avez été vous-même victime, vous avez été vous-même. Oui, tout à fait, oui. Dans un collège catholique à Issy-les-Moulineaux, mais bon, voilà, on n'a pas pu aboutir à cause justement de ces... D'accord, merci Olivier. Moi, je voudrais parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Beaucoup de témoignages, c'est très intéressant, sur les foyers et la DAS. Il y a quand même beaucoup de témoins, dans votre documentaire, qui parlent des foyers et de la DAS. Alors, encore une fois, il ne faut pas généraliser, ce serait complètement imbécile, la DAS et les foyers. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a un problème ça, on a beaucoup parlé de maltraitance, on en parle beaucoup de la maltraitance. Là, c'est 10 fois pire que la maltraitance, ça va beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce qui fait? Il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a pas assez de transparence. Pourquoi, je peux pas répondre. Par contre, oui, moi j'ai des dizaines de témoignages qui sont juste affligeants. Au sein de l'ASE, oui, c'est grave ce qui se passe. Maintenant, l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, et dans toutes les régions. Dans toutes les régions, c'est un gros business quand même. Hein. Il y a 200 000 enfants placés en France chaque année. Il n'y en a que 40 000 en Italie. Ça rapporte beaucoup. 200 000 enfants placés chaque année en France. Ouais, chaque année en France. C'est un business. Ça rapporte à chaque fois au département une somme considérable. Donc, voilà, c'est devenu une marchandise, quoi. Les gamins. Encore une fois, pas généraliser. Non, en général, moi j'ai des amis qui sont en famille d'accueil, qui font un boulot remarquable. Mais on n'est pas là, moi, en tant que réalisateur de documentaires avec un point de vue engagé, mais on est quand même là pour démontrer qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement énormes. Il y a des réseaux, il y a des trafics d'enfants, il y a de la prostitution. Et c'est ce qu'on va montrer justement dans cette enquête, parce que là, c'est pas une enquête, mais dans l'enquête qu'on a terminée avec Laurence Beneux, qu'on va publier en septembre, on va montrer tout ça. Tous les milieux sont concernés, tous les milieux. Le milieu de la médecine, la protection que les médecins ont. Enfin, l'affaire Le Squarneck, c'est quand même fabuleux, 200 plaintes. Un chirurgien, une personne, 200 plaintes. Plus de 200 plaintes, 250 plaintes. Tous les milieux sociaux, tous les milieux sociaux, tous les secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, forcément la protection de l'enfance qui sont concernés. Mais, et j'en oublie, bien sûr, l'église, on en a parlé, mais tous les milieux sont concernés. C'est pour ça que le chantier, il est immense à défricher. Et j'espère vraiment que ce film puisse être aussi un déclencheur dans les rédactions pour dire, allez-y maintenant quand même. Parce que tout est là, quoi. Alors peut-être que maintenant c'est le bon moment, j'en sais rien, je peux pas le dire parce que j'étais pas là. J'ai pas fait le travail qu'avait fait Pascal Justice en l'an 2000, mais bravo à elle. Bravo à Élise Lucet d'avoir. Mais elles ont pris des coups après. Beaucoup de coups.
Alors qu'elles avaient déjà proposé deux autres projets sur la même thématique. Donc maintenant, je pense que c'est aussi à la presse de se saisir de ce sujet et d'arrêter je dirais c'est à tout le monde et c'est aussi aux citoyens s'ils voient qu'il y a quelque chose près de chez lui. Absolument, mais bien sûr. De le dire, de le dénoncer, parce qu'il faut vraiment que tout le monde soit responsabilisé dans ces cas-là. Et la seule façon de responsabiliser, surtout de protéger ces survivantes, c'est d'aller au cinéma. Pourquoi le cinéma ? Parce que ça les protège, ça va les protéger. Plus il y aura de monde pour aller voir ce film, plus elles se sentiront protégées. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur rendre hommage, aussi pour leur sécurité. Bien sûr, de toute façon, plus on en parle, plus c'est important. À tout de suite, après cette petite pause. Et puis pour continuer à réagir, 0826 300 300 pour avoir la parole dans Berkov dans tous ses états. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Pierre Barnerias et Hélène Pelos qui sont avec nous. On parle de ce film Survivante qui donne la parole aux victimes de pédocriminalité. On a Richard qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. En fait, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai une amie qui a versé dans la prostitution parce qu'elle a été violée, elle a été placée très tôt dans son enfance et elle a été violée dans chaque famille où elle a été placée. Donc ça a commencé à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a arrêté son métier, qui a milité pour empêcher des jeunes prostituées d'être sur le trottoir exposés sans protection. C'est pour ça d'ailleurs elle a participé à certaines émissions dans les médias. Mais je pense que le fait que les gens de l'ADAS et les enfants de l'ADAS soient vulnérables, c'est lié au fait qu'ils ne sont pas protégés par la fraternité et entre guillemets la justice de la famille. Donc eux ils sont démunis, ils sont complètement exposés, c'est des cibles faciles parce qu'il n'y aura jamais un oncle, une tante qui fera justice à la place de la justice. Donc eux ils sont vraiment très exposés quoi. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire et les contrôles de la DAS à l'époque elle était logée dans une étable à un moment et lorsque les contrôles de la DAS étaient faits, ils étaient annoncés et donc là, quand il y avait le jour du contrôle, ils étaient autour d'un gâteau, dans la cuisine et je trouve que c'est assez terrifiant quoi. Il y a une part de bienveillance qui était pratiquée à l'époque de la DAS face à des bourreaux quoi. Oui, et le problème, c'est ça. Vous dites, ils ont manqué de famille, et en même temps, comme le dit Hélène Pelos, c'est quand la famille est elle-même criminelle, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Non, vous le dites très très bien. Le problème, encore une fois, on ne va pas régler le problème. Le problème est là. Il faut le combattre, il faut l'informer, mais il faut aussi que la justice dit ce qu'il y a à faire, que les gens, effectivement, comme le banquier dans le film, mais vous le verrez, je vais pas détailler là-dessus, se dit, il y a quelque chose qui va pas, je m'en vais, mais Martine Bouillon, la procureure qui part chez vous, dit, attendez, on a essayé de remuer la chose, mais elle vous dit, et c'est terrible, parce qu'elle dit, 30 ans après, il se passe rien, il s'est rien passé. Et elle a accepté de parler pour la première fois, parce qu'elle a été chantée, quand elle a témoigné dans son émission, après c'était fini pour elle parlait de charnier. Ça a été tout le monde lui est tombé dessus. Et aujourd'hui, pour la première fois, et je l'en remercie, elle a accepté de témoigner parce qu'il faut que ça cesse, il faut que ça se sache, encore une fois. Je reviens toujours, mais c'est pas connu, c'est peu connu. Et merci à Martine parce qu'elle a un courage phénoménal, elle s'occupe d'enfants, elle continue de s'occuper d'enfants. Et merci à elle. Elle est à la retraite maintenant. Oui, elle est à la retraite, bien sûr. Oui, bien sûr. Et merci à elle, encore une fois, sa présence a été très, très appréciée de par les survivantes également, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, Hélène Pelos, vous construisez, vous continuez, quand je dis vous continuez le combat, que ce soit sur le plan de la justice, que ce soit sur le plan de l'information. Là, vous l'avez fait et vous le ferez encore, j'imagine. Mais il y a aussi d'autres manières pour vous de combattre. Je pense aux gens qui vous écoutent et qui n'ont pas connu ce que vous avez connu. Vous leur dites quoi? Et comment chacun peut prendre une partie, je ne sais pas qui joue aux héros, aux héroïnes, mais il peut prendre partie de responsabilité. C'est quoi? Pour vous, c'est de prendre conscience, c'est quoi?
Alors oui, prendre conscience, je pense que vraiment le tout premier enjeu, c'est de s'éveiller. Quand je dis s'éveiller, c'est de dépasser les mensonges dans lesquels on est un petit peu englouti dans notre société. Toutes ces inversions qui ont lieu aujourd'hui, c'est de regarder les choses en face et d'accepter que cette réalité-là, elle existe et qu'elle pilote notre monde. Il faut aussi comprendre qu'il y a des tas de conséquences derrière tout ça, que c'est pas juste, je crois que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui en parle très très bien, qui explique en quoi les pédocriminels nous pourrissent la vie à tous et en quoi c'est pas uniquement si vous êtes un enfant ou que potentiellement votre enfant est dedans, que vous avez subi ça. C'est beaucoup plus large que ça. C'est tout un système qui est derrière. C'est tout un système de ténèbres où les gens sont pris dans des réseaux. Et donc, moi, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et à ceux qui ont envie que ça cesse, déjà, informez-vous, acceptez de regarder, acceptez de confronter cette réalité. Et la personne qui vous le dit, c'est quelqu'un qui, vous pouvez pas savoir le nombre d'oreilles qui se sont fermées sur mon chemin. Voilà. Et que nous, les survivantes, on peut pas survivre, on peut pas se mettre tout simplement à vivre s'il y a personne pour nous écouter. C'est comme quand les gens sont rentrés des camps, si personne pouvait les croire, ils pouvaient tout simplement pas parler et ils pouvaient pas dépasser leur traumatisme. Donc la première chose à faire, c'est faire de ça. Ensuite, bien sûr, des actions. Donc de parler, aller voir le film, parler du film, offrez des places de film. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui habitaient parfois à l'autre bout de la France ou qui pouvaient pas aller au cinéma, mais qui ont offert des places à des gens qui étaient plus près. Voilà, vraiment aidez-nous à faire une chaîne de lumière, une chaîne de conscience et d'information là-dessus. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre cinéma pour lui parler du film, parce que c'est vrai que on a la chance en France d'avoir le plus grand réseau d'exploitation de salles de cinéma, mais c'est compliqué quand vous êtes un petit distributeur, quand vous pour défendre le film, quoi. Si bénéfice il y a, est-ce que les bénéfices du film iront aussi à des associations, à des gens qui se battent? On a créé spécialement, ça fait 4 ans que j'ai créé une association qui s'appelle Ce n'est plus notre petit secret. Cette association a vocation de recueillir les fonds. Pourquoi ? Pour aider ces femmes, pour entendre leurs témoignages et pour les aider d'une façon au niveau juridique, également au niveau psychique. Donc ça, cette association a été créée. Aussi à cette Absolument. association. Ouais. Tous les bénéfices iront à cette association. C'est pour ça qu'on a voulu monter cette association. Comment ça s'appelle? Ce n'est plus notre petit secret. Vous avez un site pour les gens. Non, ce n'est plus notre petit secret. Ouais, c'est une association qui s'est créée il y a 4 ans, que j'ai créée parce que j'avais en tête de faire cette série. C'est notre petit secret. Et qui sortira en septembre. Et je signale quand même pour nos amis québécois et nos amis français que dimanche 2 juin, grâce à notre ami aussi Olivier de Sénéillac, Pierre Barnerias et Anneke Lucas vont participer. Ce sera à midi heure du Québec et à 18h de Paris avec Carl Zéro aussi, avec d'autres personnes effectivement sur la pédocriminalité et les trafics humains. Voilà, vous pourrez vous brancher là-dessus. C'est sur, je le dis, c'est sur. Je n'ai pas marqué le. Mais en tout cas, vous le trouverez. C'est, je crois, Québec, oui, FQ Production. Voilà, France-Québec Production. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, et je crois que vous devez suivre ça. Il y a une chose dont on a parlé. On arrive en fin d'émission, mais on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que il y a aussi, je parle à Hélène Pelos et à Pierre Barnerias, est-ce que c'est l'apanage, je dirais, de gens fortunés ou de gens puissants, en fait, ces réseaux-là? C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup d'argent pour ça. Il faut, parce que on parle à un moment donné de 100 000 $ ou je ne sais pas quoi, le prix. Est-ce que ces enfants s'achètent aussi? Est-ce qu'il y a cette dimension-là qui est forte? Alors oui, moi je pense bien sûr, il y a moi je viens d'un milieu qui n'est pas un milieu déjà. Non, il n'est pas défavorisé. Qui n'est pas du tout défavorisé. Et il y avait des VIP. Quand on parle de quelqu'un qui est Prima des Gaules, on parle de quelqu'un qui était maire adjoint d'une très grande ville de France. On parle d'un grand pédiatre qui avait pignon sur rue dans la ville où il exerçait, etc. Donc on parle pas du tout de milieux défavorisés. Ça existe alors c'est sûr, c'est que ça existe dans tous les milieux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez de l'argent, oui, c'est encore plus facile, ça aide. Donc, j'ai envie de dire, plus vous êtes puissant, vous avez de l'argent, plus vous pouvez vous permettre, en toute impunité, de faire ce genre de crime. Et au fond, quand on voit, parce qu'il y a, c'est vrai, ces paysages très différents, et il y a d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, de montrer des paysages magnifiques, avec ses horreurs, en contrepoint de ses horreurs. C'est-à-dire que la vie est là, et voilà. Et c'est pas du tout manichéen, d'ailleurs, c'est ça qui est bien, et vous n'êtes pas aucune d'entre vous n'est en train de
d'essayer de justifier ou d'excuser. C'est dit, les paroles sont dites. Alors, allez voir Les Survivantes. Vraiment, ça donne les mots MOTS sur les mots MAUX. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Vous recevrez François Asselineau à partir de 12h10 demain sur Sud Radio dans Berkoff dans tous les états. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.